Bienvenue à cette nouvelle discussion approfondie. Aujourd'hui, on se plonge dans un document majeur, le rapport final très attendu du comité d'experts sur l'examen de la loi canadienne sur le cannabis. Oui, publié par Santé Canada en mars 2024. Ça fait le point, 5 ans après la légalisation. Exactement. Notre mission aujourd'hui, extraire l'essentiel de ce rapport, assez costaud, hein, en parcourant ces 12 chapitres pour bien comprendre où on en est et ce qui est proposé pour la suite. Alors, prête à décortiquer ça? Tout à fait prêt. Ce rapport, c'est vraiment une étape clé. Faut se rappeler que le Canada a été pionnier en 2018, en passant d'un siècle d'interdiction à un cadre légal. Un changement majeur. Ah oui. Et cet examen, en fait, il était prévu dans la loi elle-même. L'idée, c'est d'évaluer comment ça se passe concrètement sur le terrain. Avec un angle précis? Oui, très clair. La protection de la santé et de la sécurité publique. Surtout celle des jeunes. Ça reste la priorité numéro 1, comme le dit la loi. Et l'approche, elle se veut basée sur les faits, recherche, stats, mais aussi, et ça c'est important, ce que disent les gens sur le terrain, les intervenants, ceux qui vivent ça au quotidien. Parfait. Alors pour commencer de manière logique, attaquons le premier chapitre, le sommaire exécutif. Qu'est-ce qu'il faut retenir en gros de ce survol? Le sommaire, il met la table, comme on dit. Il rappelle le pourquoi de la légalisation, le mandat de l'examen, évaluer l'impact sur la santé publique, avec un œil sur les jeunes, j'insiste, sur les communautés autochtones et même l'effet de la culture à domicile. D'accord. Et ça couvre aussi l'économie, le social, l'environnement, l'accès pour les adultes, bien sûr, la lutte contre le marché noir et l'accès médical. C'est large. Et côté bilan alors? Ça penche plutôt de quel côté? Positif, négatif? C'est nuancé, très nuancé. D'un côté, il y a des progrès, c'est indéniable. Un marché légal s'est vraiment mis en place, avec des produits variés, contrôlés. Ce qui était un des buts. Oui, et de plus en plus d'adultes se tournent vers ce marché légal. Les règles très strictes sur la pub, l'emballage neutre, tout ça, ça a l'air d'être globalement respecté. Et puis, il y a un chiffre assez marquant. Ah oui, lequel? Les accusations criminelles pour simple possession de cannabis, entre 2017 et 2022, ça a chuté de 95%. 95%, c'est énorme. Ah oui, c'est spectaculaire, vraiment. Une baisse incroyable en effet, mais j'imagine qu'il y a un mais. Tout n'est pas rose? Loin de là. Le comité le dit clairement, pas de complaisance. Le marché illicite, il est toujours là, il est fort. Et puis la survie économique de l'industrie légale. Oui. C'est un vrai casse-tête. Surtout pour les petits acteurs, les fameuses micro-licences. Eux, ils rament. Pourquoi donc? Le poids des taxes, la fameuse taxe d'accise, qui pèse super lourd quand les prix baissent. Et puis la complexité des règles, entre le fédéral, les provinces, c'est lourd. On note aussi un manque de diversité dans l'industrie. Qui sont les patrons en gros? Et puis, l'action contre le crime organisé, elle est jugée encore un peu timide. D'accord. Ce qui nous amène assez logiquement au chapitre 2 qui liste les recommandations et les observations. Il y en a beaucoup, j'imagine. Oui, pas mal. 54 recommandations au fédéral, 11 observations pour d'autres. Ça touche à tout. Plutôt que de tout lister, on voit des thèmes qui ressortent fort. Comme quoi, par exemple? D'abord, un appel très clair. Il faut mettre l'argent nécessaire et de façon durable pour que la loi puisse vraiment marcher. Tout, ne pas toucher aux règles strictes sur la pub et l'emballage neutre. Ça, c'est non négociable pour le comité. D'autres grands axes? Oui, oui. Il faut ajuster le tir pour l'industrie, c'est clair. Simplifier les règles, revoir cette taxe d'accise, peut-être la lier à la puissance en THC, c'est une idée. Intéressant, ça. Et puis un point crucial, bosser vraiment main dans la main avec les peuples autochtones. Pour l'info-santé, pour les règles, et l'accès médical aussi, avec l'idée d'essayer via les pharmacies. Et enfin, regarder loin, continuer la recherche et surtout mettre en place des examens réguliers de la loi indépendants. Très clair. Revenons un peu aux bases avec le chapitre 3, qui rappelle la philosophie de la loi. C'était quoi l'idée de départ, selon le comité? Le comité le redit haut et fort. L'objectif numéro 1, gravé dans le marbre de la loi, c'est protéger la santé et la sécurité publique. Et protéger les jeunes. C'est dit explicitement. D'accord. Et le marché légal dans tout ça? Le marché légal, avec ses produits contrôlés, ce n'est pas le but final. C'est un moyen, un outil, pour atteindre ces objectifs, principalement en essayant de réduire l'attrait et la présence du marché illicite. Et l'aspect financier? Les revenus des taxes? Le rapport est très très clair là-dessus. Faire de l'argent, ce n'était pas un objectif premier de la loi. Même si, dans les faits, les gouvernements ont pas mal encaissé. Ah oui. Mais le comité insiste.
Attention aux risques connus du cannabis. Commencer jeune, consommer souvent, les produits très forts. Et pour atteindre les buts de la loi, il faut des sous, de manière stable. D'où l'idée peut-être de réinvestir une partie de l'argent du cannabis dans la santé et la sécurité. Logique. Pour en arriver là, il a fallu consulter beaucoup de monde. Le chapitre 4 décrit cette mobilisation. Qui a été entendu? Oui, ils ont fait une consultation très large, sur plus d'1 an. On parle de plus de 600 personnes, 250 organisations différentes, c'est vraiment varié. Qui, par exemple? Chercheurs, médecins, infirmières, intervenants jeunesse, bien sûr les représentants des Premières Nations, Inuits, Métis, avec une approche spécifique pour chaque groupe, ce qu'ils appellent fondé sur les distinctions. Important, ça. Oui, l'industrie aussi, les petits, les gros, des groupes qui luttent pour l'équité sociale, les gouvernements, la police et bien sûr les patients qui utilisent le cannabis médicalement. Une sacrée brochette. Et comment ça s'est passé, ces consultations? Plein de façons. Des rencontres, des tables rondes par thème, santé, justice, industrie, etc. Des visites sur le terrain, genre usines, magasins. Et ils ont aussi analysé plus de 2300 contributions écrites reçues avant. L'idée, c'était vraiment d'avoir tous les points de vue. C'est une section clé pour comprendre d'où vient le rapport. Bien compris. Alors comprenons mieux le cadre légal avec le chapitre 5, ce partage des tâches entre Ottawa et les provinces. Comment ça fonctionne au juste? Ben, c'est le partage classique des pouvoirs au Canada. Le fédéral, lui, gère tout ce qui est production. C'est lui qui donne les licences pour cultiver, transformer, tester le cannabis. D'accord. C'est aussi Ottawa qui fixe les règles pour les produits licites. Quels types sont permis, fleurs, huiles comestibles, les limites de THC, les règles très strictes sur l'emballage, l'étiquetage et les grosses restrictions sur la pub. Le fédéral gère aussi l'accès médical et définit ce qui reste illégal, criminel. Et les provinces et territoires, alors? Quel est leur rôle? Eux, ils s'occupent de la vente au détail et de la distribution du cannabis non médical. Et ils ont le droit d'être plus sévères que le fédéral. Par exemple, l'âge légal fédéral, c'est 18 ans. Mais la plupart des provinces l'ont mis à 19, et le Québec même à 21. Ah oui, quand même. Ils peuvent aussi interdire de faire pousser des plantes chez soi, le Québec et le Manitoba l'ont fait, ou limiter où on peut consommer en public. Et un point intéressant soulevé par le comité, la loi 2018 ne donnait pas vraiment de pouvoir spécifique au gouvernement autochtone, et elle n'avait pas d'objectif clair sur l'équité sociale, à part quelques petites aides pour les autochtones qui demandaient une licence. D'accord. Plongeons maintenant au cœur du sujet avec le chapitre 6 sur la santé publique. Quels sont les points qui inquiètent le plus ici? Ah, ce chapitre montre bien l'équilibre difficile, l'accord de raid de la légalisation. Les grosses préoccupations, d'abord, une hausse nette des visites aux urgences pour intoxication accidentelle au cannabis chez les tout-petits. Ah, bon, pourquoi? Souvent à cause des produits comestibles qui ressemblent à des bonbons ou des gâteaux. C'est un vrai problème. Autre souci, la consommation chez les ados et les jeunes adultes. Bon, elle n'a pas explosé, mais elle ne baisse pas non plus, contrairement à ce qu'on a vu pour le tabac ou l'alcool chez eux. Et il y a autre chose? Oui, cette tendance très nette vers des produits de plus en plus forts en THC sur le marché légal. Les fleurs séchées à plus de 20%, les vapoteuses, des joints déjà roulés et infusés avec des extraits. C'est de plus en plus puissant. C'est préoccupant, en effet. Et quelles sont les pistes proposées pour répondre à ça? Plusieurs recommandations ciblent ça directement. D'abord, fixer des objectifs chiffrés pour faire baisser la consommation chez les jeunes. Ensuite, mieux informer sur comment stocker le cannabis à la maison de façon sécuritaire pour protéger les enfants. Logique. Améliorer les campagnes de prévention en utilisant ce qui marche vraiment. Le comité insiste aussi beaucoup pour ne surtout pas assouplir les règles sur la pub et l'emballage neutre. Ça, c'est jugé essentiel. Et sur les produits eux-mêmes? Il suggère de revoir les messages de santé sur les paquets, les rendre plus clairs, plus directs, mentionner explicitement les risques de psychose, de schizophrénie, simplifier l'étiquetage du THC et du CBD, et même penser à une dose standard pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils consomment. Et bien sûr, il faut surveiller de près que les règles sont respectées, surtout celles qui protègent les jeunes. Très clair. Un chapitre entier, le 7e, est dédié aux Premières Nations, Inuits et Métis. Qu'est-ce qui ressort de ce côté-là? Ce qui ressort, c'est une frustration assez nette qui a été beaucoup exprimée pendant les consultations. Ah oui? Oui, beaucoup de représentants autochtones ont dit qu'ils n'avaient pas été assez consultés avant la loi de 2018. Et surtout, que la loi ne reconnaît pas leur autorité sur leur propre territoire en matière de cannabis. Et ça pose quel problème concret? Plein de défis.
Manque d'argent pour des services de santé adaptés à leur culture, la multiplication de magasins de cannabis illégaux sur certaines réserves sans vrai contrôle, la capacité limitée de leur propre police à intervenir et des vrais freins pour qu'ils puissent participer économiquement au marché légal. C'est compliqué. Face à ces enjeux si spécifiques, qu'est-ce qui est proposé comme solution? Des recommandations assez fortes pour essayer de corriger le tir. Soutenir financièrement les services de santé culturellement pertinents, financer la recherche sur le cannabis mais menée par les autochtones eux-mêmes. Important ça, la recherche autochtone? Absolument. Développer ensemble l'information sur la santé. Modifier la vieille loi sur les Indiens pour que les conseils de bande puissent faire leur propre règlement sur le cannabis. Soutenir leurs forces de l'ordre. Et la recommandation la plus fondamentale, c'est de travailler ensemble pour changer la loi sur le cannabis, pour permettre des accords de gouvernement à gouvernement sur la gestion du cannabis. Ces accords seraient basés sur des normes minimales de santé et sécurité. L'idée de partager les revenus des taxes est aussi mise sur la table. D'accord, c'est majeur. Passons maintenant aux impacts économiques, sociaux et environnementaux dans le chapitre 8. Alors, comment elle va, cette industrie légale du cannabis? C'est un peu la douche froide pour l'industrie, pour être honnête. Elle est vue comme essentielle, bien sûr, pour fournir une alternative légale au marché noir. Mais sa santé financière, elle est très très précaire. Surtout pour certains acteurs, oui. Oui, surtout pour les petits. Les micro-producteurs, micro-transformateurs, ceux qui voulaient faire de l'artisanat, quoi. Eux, ils ont vraiment du mal à survivre. Le marché est décrit comme saturé. Trop d'offres par rapport à la demande. Du coup, les prix ont chuté de façon drastique. Et la compétition est rude, j'imagine. Féroce. Et les acheteurs provinciaux, souvent des sociétés d'État qui ont le monopole de la distribution, ils ont un pouvoir énorme sur les prix et les produits qu'ils achètent. Alors, comment on aide cette industrie sans sacrifier les objectifs de santé publique? C'est ça le défi. Exactement. Plusieurs pistes sont données. Simplifier les règlements fédéraux pour réduire la paperasse, les coûts, permettre aux cultivateurs, même les petits, de vendre directement aux distributeurs provinciaux et surtout revoir cette fameuse taxe d'accise fédérale. C'est une taxe au gramme, donc quand les prix chutent, elle devient proportionnellement énorme, étouffante. Et l'idée de la lier au THC? Oui, c'est une idée avancée. La moduler selon la puissance en THC, ça pourrait peut-être décourager les produits les plus forts, en plus d'aider l'industrie. Et puis, plus de transparence sur les données du marché, ça aiderait aussi tout le monde à y voir plus clair. Et sur le plan social et environnemental, qu'est-ce qu'on dit? Sur le social, le comité parle d'une occasion manquée au moment de la légalisation. C'est-à-dire? L'occasion de réparer un peu les torts causés par des décennies d'interdiction. Une interdiction qui a frappé beaucoup plus durement certains groupes, notamment les personnes racisées, les autochtones. Donc des mesures correctrices sont suggérées. Oui. Aider ces groupes sous-représentés à entrer dans l'industrie légale et à y réussir. Par exemple, réduire les frais de licence pour eux, les aider à trouver du financement. Il faut aussi mieux suivre les données, qui travaillent dans l'industrie, qui subit quels impacts de la loi, avoir des chiffres ventilés par origine, par genre, etc. Et l'environnement? Là, on manque de données claires, mais il y a des inquiétudes sur le suremballage, beaucoup de plastique pour pas grand-chose, et sur la consommation d'énergie, surtout pour la culture en intérieur. Il faut surveiller ça de plus près. On passe au chapitre 9. L'accès au cannabis légal pour les adultes. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'acheter légalement? Globalement, oui, ça s'est beaucoup amélioré depuis 2018. La plupart des adultes peuvent trouver un magasin légal ou commander en ligne. Mais bon, il reste des zones, des déserts verts, comme on dit, où c'est plus compliqué. Surtout en campagne, dans les régions éloignées, dans le nord. Le gros débat dans ce chapitre, c'est cette histoire de limite de 10 mg de THC dans les produits comestibles, c'est ça? Exactement. C'est le plafond de THC autorisé par paquet pour tout ce qui se mange ou se boit. Chocolat, boissons, bonbons gélifiés. Et ça coince. Oui, ça coince fort. L'industrie pousse pour augmenter cette limite. Leur argument principal, ça leur permettrait de mieux concurrencer le marché noir qui vend des comestibles beaucoup plus fort, et donc d'attirer ses clients vers le légal. Et de l'autre côté? De l'autre côté, le secteur de la santé publique est vent debout contre cette idée. Ils ont très peur d'une explosion des intoxications accidentelles chez les enfants, un problème qui est déjà en hausse, on l'a dit, et aussi d'autres problèmes de santé liés à une surconsommation facile, parfois sans s'en rendre compte. C'est un vrai dilemme en effet. Quelle est la position du comité là-dessus? Face à ces risques sérieux pour la santé et au manque de données claires sur les conséquences, le comité joue la carte de la prudence. C'est-à-dire? Il recommande de maintenir la limite actuelle de 10 mg par unité pour les comestibles, pour l'instant. Mais il dit aussi qu'il faut absolument continuer la recherche pour voir si et comment on pourrait un jour augmenter cette limite sans nuire à la santé publique. La porte n'est pas complètement fermée, mais il faut des preuves solides avant de bouger. D'accord, prudence donc.
Parlons maintenant du chapitre 10, la lutte contre le crime organisé et le démantèlement du marché illicite. Où en est-on de ce côté-là? Il y a eu des progrès, des gains réels. On l'a dit, la majorité de l'argent dépensé pour le cannabis va maintenant au marché légal. Et la plupart des consommateurs achètent légalement. Et la baisse des accusations pour possession? Oui, ça aussi, c'est un succès majeur. Ça évite à plein de gens d'avoir un casier judiciaire pour pas grand-chose, avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Mais le marché noir n'a pas disparu pour autant, si je comprends bien. Ah non, loin de là. Et ça reste une grosse épine dans le pied du système légal. Le crime organisé est toujours très actif dans la production et la vente illégale. Et il y a des problèmes spécifiques qui inquiètent. Oui, un problème particulièrement préoccupant, c'est le détournement de cannabis, qui est cultivé en théorie légalement pour des raisons médicales, via le système de production personnelle ou désignée. Comment ça marche, ce système? Ça permet à des patients autorisés de cultiver leur propre cannabis ou de désigner quelqu'un pour le faire pour eux. Mais il semble que ce système soit exploité à très grande échelle pour produire en fait pour le marché noir. Des quantités énormes parfois. D'accord. Et d'autres problèmes? Oui, il y a aussi la multiplication des magasins illégaux, parfois sur des réserves autochtones, parfois en pleine ville, et les ventes illégales sur Internet. C'est hyper facile d'accès, même pour les mineurs. Avec des produits non contrôlés, potentiellement dangereux. Et que propose le rapport face à ce marché illicite qui s'accroît? Le constat, c'est que l'application de la loi contre ces activités illégales est limitée. Parfois par manque de moyens, parfois par manque de volonté politique, on dirait. Donc, les recommandations. Le comité suggère de concentrer les efforts de la police sur le crime organisé, sur les gros problèmes comme ce détournement massif via le médical. Il faut aussi aider les consommateurs à mieux faire la différence entre le légal et l'illégal, surtout en ligne où c'est facile de se faire avoir. Explorer de nouveaux outils contre les sites web illégaux, blocage par les fournisseurs Internet, accès aux infos bancaires. Et bien sûr, la lutte contre la conduite avec faculté affaiblie par le cannabis, ça doit rester une priorité absolue. On aborde maintenant le chapitre 11 sur l'accès médical. Un dossier complexe, semble-t-il. Extrêmement complexe, oui. La légalisation du cannabis récréatif a tout chamboulé. Pour les patients, il y en a environ 200 000 inscrits au programme fédéral. Et le système actuel, il pose problème. Oui, il génère beaucoup de frustration. Le système, c'est obtenir un document médical d'un médecin ou infirmière praticienne, puis acheter par correspondance à un producteur autorisé, ou alors cultiver soi-même ou faire cultiver, la fameuse production personnelle désignée. Quelles sont les frustrations? L'accès aux bons produits n'est pas toujours facile. Le coût est élevé, ce n'est pas remboursé par les assurances, et il y a les taxes en plus. Il manque souvent de conseils médicaux fiables et clairs. Et puis, il y a encore une certaine stigmatisation attachée à ça. Et il y a aussi ces craintes d'abus du système médical dont on parlait. Oui, et des sérieuses inquiétudes, vraiment. D'un côté, cet abus de la culture personnelle désignée qui alimenterait le marché noir, de l'autre, des conflits d'intérêts potentiels. C'est-à-dire? Il y a eu des signalements, des suggestions que certains professionnels de santé qui autorisent le cannabis pourraient recevoir des avantages de l'industrie, ce qui serait évidemment inacceptable pour un traitement médical normal. Alors, comment on améliore cet accès médical de manière saine? Le comité pense qu'il faut garder un système médical séparé du récréatif, mais l'améliorer en profondeur. Une idée phare, c'est de permettre la vente de cannabis médical en pharmacie. Ah oui, quels avantages? Ça améliorerait l'accès physique et surtout, ça permettrait un meilleur encadrement par les pharmaciens, qui sont des professionnels de la santé formés. Il faut aussi absolument booster la recherche sur les vrais effets thérapeutiques du cannabis, créer des guides cliniques fiables pour les médecins, les pharmaciens. Et à plus long terme? L'objectif, ce serait d'intégrer le cannabis médical, surtout le CBD qui a moins d'effets psychoactifs, dans les circuits normaux d'approbation des médicaments, rendre le document médical plus précis aussi, dosage, forme, et puis surtout, resserrer les contrôles sur la culture personnelle désignée pour limiter les abus, limiter le nombre de producteurs par adresse, vérifier de plus près les autorisations pour de très grandes quantités. Et la question du remboursement? Les aborder, notamment pour les Premières Nations et Inuits, via les services de santé non assurés. Mais il n'y a pas de consensus clair. Le comité appelle à plus d'analyse sur cette question complexe du remboursement par les assurances. On arrive au bout avec le dernier chapitre, le 12e, sur la recherche et la surveillance. Quel est le message final du comité sur ce point? Le message est très, très clair. Un siècle d'interdiction, ça nous a laissé avec d'énormes lacunes dans nos connaissances sur le cannabis. Il y a un besoin urgent, criant, de continuer et même d'amplifier la recherche. Sur quels aspects en particulier? Oh, sur plein de sujets. L'impact sur la santé mentale, surtout avec les produits très forts en THC.
les effets à long terme de la consommation, les impacts sur des groupes spécifiques, les jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées, les autochtones, les groupes qui vivent des inégalités. Il faut aussi savoir ce qui marche vraiment en prévention et en traitement, définir cette fameuse dose standard, mieux comprendre les usages médicaux réels. Bref, il y a du boulot. Donc, non seulement il faut chercher, mais il faut aussi surveiller de très près ce qui se passe avec la légalisation. Exactement. Il faut une surveillance continue, robuste des effets de la loi. Et ça veut dire collecter de meilleures données, surtout des données plus détaillées. C'est-à-dire, Par exemple, des données ventilées selon l'origine ethnique, le genre, le revenu, pour voir si la loi a des impacts différents sur différents groupes de la population. Ça, c'est crucial pour l'équité. et une recommandation pour l'avenir. Oui, une recommandation structurelle très importante pour finir, modifier la loi pour exiger des examens indépendants et réguliers, disons tous les 5 ans. Et ces futurs examens devront explicitement regarder où on en est sur l'équité sociale. Et bien sûr, les gouvernements doivent aussi évaluer en continu leurs propres programmes liés au cannabis. Voilà qui boucle notre tour d'horizon de ce rapport extrêmement dense. On a parlé de santé des jeunes, de droits autochtones, d'économie, d'une nouvelle industrie, de criminalité, d'accès médical. C'est vraiment tout un écosystème complexe qui est en jeu. Alors si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient que le Canada a certainement fait des pas de géant en 5 ans, c'est vrai, mais que le chemin est encore long et que la vigilance est absolument essentielle. Le rapport insiste vraiment, il faut garder le cap sur la santé et la sécurité publique comme guide principal. Et ça demande quoi concrètement? Ça demande des moyens financiers pérennes, de la souplesse pour s'adapter aux nouvelles données, aux nouvelles tendances du marché, qu'ils soient légales ou illégales, et ça demande une vraie volonté politique de s'attaquer aux failles, aux lacunes, notamment en matière d'équité et de soutien aux populations les plus vulnérables. Évaluer et ajuster une politique aussi majeure, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et peut-être une dernière pensée pour ceux qui nous écoutent. Ce rapport met vraiment en lumière les tensions fondamentales inhérentes à la légalisation. Comment on fait pour concilier la protection de la santé publique, surtout celle des jeunes, avec la nécessité d'avoir une industrie légale viable, capable de concurrencer le marché noir? C'est exactement ça. Comment on équilibre les besoins si différents des patients, des jeunes, des entrepreneurs, des communautés autochtones, de la police, des experts en santé publique? C'est sans doute autour de cette question centrale, de cet équilibre délicat, que les débats et les ajustements vont continuer de tourner dans les années à venir. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet complexe avec nous aujourd'hui. Merci à vous.